On est à l'extérieur de Montpellier, juste pour poser un peu le paysage, le cadre, pour ceux qui connaissent un peu moins ce coin-là. Prades est idéalement situé en fait dans un écrin de verdure. C'est vraiment à l'extrémité nord de la métropole. On a la zone Natura 2000, on est très près de la source du Lez, donc on a le Lez qui est emblématique, qui traverse la commune, et on a des ZNIEF, donc des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et donc, c'est vraiment un endroit où on est confronté à la biodiversité tous les jours. Alors, pourquoi je me suis engagé, en fait, en tant qu'élu alors, bon, certes, je suis astrophysicien, je suis scientifique, donc depuis longtemps, enfin depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans, je dirais les premiers rapports du GIEC m'ont immédiatement frappé. Étant déjà scientifique à l'époque, j'ai évidemment intégré ça rapidement et fait confiance aux faits établis par les scientifiques. Alors bien sûr, à l'époque, les tout premiers rapports, il y avait encore beaucoup de choses qui se discutaient. Hein. C'est beaucoup plus établi maintenant, mais voilà, le fait d'être scientifique fait que tous ces faits dont on a parlé avant, dont Patrick Lemaire nous a parlé en première intervention, pour moi, en tant que acteur, un engagement citoyen, hein, pas de scientifique, mais évidemment le scientifique derrière a une influence sur ma manière d'être un acteur de la commune, un élu. Donc ça, de ce point de vue-là, l'intégration des connaissances scientifiques, des faits scientifiques, pour moi, pose aucun problème. Et je peux être un relais auprès des autres élus. C'est une première chose qui est importante. Alors, mon engagement est influencé par mon métier, hein, et en particulier la connaissance des limites planétaires. Alors, pour les astrophysiciens, c'est d'autant plus prégnant ça. Enfin, les limites planétaires et même universelles. On sait que les ressources ne sont pas illimitées, y compris dans l'univers. Et qu'il faut faire, on peut pas, une croissance illimitée a pas de sens, quoi. Voilà. Donc avant de m'engager, évidemment, j'ai mis du temps à m'engager politiquement, et le constat, c'était une relative inaction publique et une inaction sur les domaines qui touchent à l'environnement, la crise climatique, enfin tout ce les problèmes d'énergie, etc. Donc cette inaction, je me suis dit, au début on ressent une rage, voilà, on a envie qu'il se passe quelque chose, puis les choses se font pas, et donc on se dit, il faut que je le fasse, moi, il faut que je m'y mette. Et donc cet engagement, il a commencé comme ça. En fait, j'ai voulu m'aligner avec mes valeurs, quoi, en me disant, tu penses des choses, tu te dis qu'il faut changer les choses, fais-le. Alors il y a une échelle où on peut faire quelque chose, je pense, c'est l'échelle de la commune. Surtout une commune de taille relativement raisonnable, dans laquelle, je ne veux pas dire qu'on connaît tout le monde, mais presque, et bon, après dans une métropole, etc., mais où on peut imaginer changer des choses. Alors, je suis élu depuis 2020, hein, et donc je suis premier adjoint, c'est pas marqué là, mais je suis en charge de la transition écologique, de l'environnement et de la gestion des risques. Alors les risques, c'est le risque incendie, inondation, le ruissellement, les maladies vectorielles maintenant, hein. On a été confronté au chikungunya dans notre commune récemment. Et donc, en tant que scientifique, je peux apporter mes compétences au groupe d'élus. Chacun apporte ses compétences, bien sûr. C'est une très grande richesse, justement, cette interaction de personnes qui viennent d'horizons très divers. Hein. On n'est pas encarté politiquement dans la majorité d'entre nous. C'est vraiment une équipe citoyenne issue de la commune. Donc des profils très variés. Chacun apporte ses compétences. Donc, en tant que chercheur, de scientifique, je dirais que ce que j'apporte peut-être d'un petit peu différent, c'est, je suis pas forcément le seul, mais disons que ce que j'ai pu identifier, c'est le fait de pas tenir une position dogmatique. Mais je pense que dans l'équipe, en général, c'est pas le cas, mais le scientifique se doit de ne pas être comme ça. On est à l'écoute, on est à l'écoute des faits.
on raisonne sur ces faits, mais la politique, c'est plus que ça, bien sûr, c'est aussi des décisions, c'est des choix. Donc, on ne peut pas, effectivement, comme ça a été dit, bâtir une politique sur des faits scientifiques. C'est une catastrophe, comme l'a dit Patrick Lemaire. Mais on peut se servir de ces faits et favoriser, je dirais, une autre chose aussi, c'est de favoriser la discussion et l'échange. Donc ça s'est traduit par... alors, j'étais encore une fois pas le seul dans l'équipe à penser ça, mais par une implication, quand on y arrive, parce que c'est pas toujours facile, des citoyens, des habitants, de les impliquer dans la prise de décision, ou leur demander au moins conseil, et ne pas seulement les mettre devant des décisions qu'on a prises pour eux. Une autre chose, c'est de favoriser l'expérimentation. Alors ça, c'est pour prendre un exemple. On a été sollicité très tôt dans le mandat, je crois que c'était en 2021, pour une expérimentation sur la lâcher de moustiques, des moustiques stériles. C'était la première expérimentation en métropole et on a tout de suite accepté, on est tout de suite parti là-dedans avec l'IRD, le CIRAD et l'INRAE. Alors ensuite, la méthode scientifique, je dirais, la culture scientifique permet aussi de s'approprier très vite certains dossiers techniques. Je ne vais pas rentrer plus dans des détails, de raisonner sur des chiffres, de synthétiser des grosses quantités de données, etc., et de ne pas se laisser submerger par ces chiffres, de trouver rapidement des documentations pertinentes, d'être capable de les critiquer, de les synthétiser, et éventuellement d'apporter une expertise spécifique sur certains dossiers. Alors, je peux, par exemple, un exemple que je peux prendre, c'est celui de l'éclairage public, où on a eu à Prades-le-Lez une politique assez volontariste et innovante, je dirais, sur la métropole. Où, alors, la commune, il faut savoir que la commune de Prades-le-Lez éteignait déjà l'éclairage depuis 2014. Le maire précédent le faisait déjà. Une partie de la nuit et une partie de l'éclairage. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est au moment du Covid, en fait, on s'est saisi de l'opportunité du confinement. Et on a dit, on va éteindre plus et on va tout éteindre. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, on était un peu radicaux. On a éteint à 22 heures, je crois. Mais de toute façon, il n'y avait plus, en principe, quasiment plus personne dehors à cette heure-là, pardon. Et on rallumait à 6 heures du matin, je crois. Et donc, on a fait cette expérience. Et puis, donc on l'a annoncé, on l'a mis en place, mais très vite, en quelques semaines. Et à la fin du confinement, on a fait une réunion publique où on a expliqué, on a dit on aimerait bien continuer à faire ça, etc. Et on a eu plusieurs réunions publiques et on a fait venir aussi la gendarmerie pour parler avec ce sentiment d'insécurité que les gens ont en général, un sentiment. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas un fait a priori. Moi, le sentiment d'insécurité, la réponse, c'est mais non, il n'y a pas d'insécurité. À Prades-le-Lez, vous pouvez éteindre la nuit, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... voilà, on ne va pas vous faire égorger dans la rue. Et oui, mais on a un sentiment d'insécurité. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est aussi un fait. C'est un fait social, c'est autre chose. C'est pas... Et donc, il faut en tenir compte aussi de ce sentiment. Donc voilà, on est passé aussi au lait d'ambrée, parce que bon là c'est l'astrophysicien qui a eu cette idée, parce qu'évidemment avec des laits d'ambrée c'est beaucoup mieux, on a beaucoup moins de pollution lumineuse, on peut mieux voir les étoiles, etc. Et en fait j'ai aussi, voilà, il y a plein de choses. J'ai fait des observations en spectro de ces luminaires pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme longueur d'onde. On a fait des mesures au luxmètre. Enfin voilà, j'ai conduit la métropole en fait à adopter ces LED d'ambrée, en tout cas pour notre commune, alors que c'était pas dans leur catalogue. Donc voilà, là j'ai une action vraiment parce que je connaissais le dossier technique. Et j'ai pu influencer de cette façon-là. Bon, donc je pourrais en dire plus s'il y a des questions là-dessus. Donc
On a eu ces réunions publiques, et je voulais peut-être finir avec ça. Il y a eu une réunion où c'était assez houleux et où en fait des gens m'ont dit c'est pas possible d'éteindre. Alors on a 23h 6h, c'est nos horaires actuels. C'est pas possible d'éteindre à 23h en été parce que nous on habite dans un immeuble, dans des immeubles, et on n'a pas de jardin, et donc le soir quand on sort, quand il fait enfin frais en été, il fait noir. Alors on a dit, ah oui, d'accord, vous avez raison. Donc il y a la biodiversité, mais c'est vrai, il y a aussi des humains dans tout ça. Il y a des astronomes. Alors les astronomes voudraient qu'on éteigne tout le temps. Il y en a certains sur la commune, pas que moi. Moi je dis pas qu'il faut éteindre tout le temps parce il faut quand même faire attention. Il y a les gens qui sortent du cinéma, etc. Donc il faut les gens qui ont des activités le soir, il faut quand même penser à eux. Et donc en fait, j'ai dit d'accord, on va faire un sondage. Enfin, je vais vous poser 2 questions et on va décider sur cette base-là. Je m'engage à respecter ce qui va sortir de ça. Et en fait, alors, juste pour terminer, je prends encore 1 minute, j'ai contacté un collègue statisticien à la fac et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il me faut comme échantillon tiré au sort si je veux une réponse fiable à tel pourcentage. Voilà. Et donc, il m'a dit, voilà, tant, mais interroge-en plus parce qu'ils ne vont pas tous répondre. Donc j'ai fait en fait un courrier personnalisé des gens tirés au sort sur les listes électorales. Alors ça limite aux plus de 18 ans malheureusement, mais j'avais pas d'autre moyen de faire. Et j'ai posé une question, je leur ai donné un code unique pour qu'ils répondent. J'étais sûr qu'ils pouvaient répondre qu'une fois. C'était anonyme, je ne sais pas qui avait quel code. Enfin voilà, j'ai fait les choses en scientifique. Et j'ai obtenu les réponses à mes questions et on a fait comme les gens ont demandé. Donc en fait, il y a 85% des gens, c'est intéressant, je cite le chiffre, 85% des personnes interrogées à une marge j'étais à plus ou moins 10%, je crois, qui étaient satisfaits des horaires d'extinction, de l'extinction totale. Donc ça, c'est intéressant à connaître. Et j'étais à 55 de personnes qui voulaient passer à minuit 6h en été. Et donc on l'a fait. On est passé à minuit 6h. Voilà. Donc voilà, j'aurais encore plein de choses à dire, mais je vais peut-être m'arrêter là et je vais vous laisser poser les questions. Merci. Merci Bertrand pour ce témoignage inspirant d'un scientifique impliqué dans sa collectivité. En effet, moment de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'ai une question. En fait, la plupart des communes ont également des bulletins que les communes distribuent à l'ensemble de leurs administrés. Est-ce que ça peut être un vecteur pour de l'éducation scientifique en ayant une rubrique sciences, par exemple? Ah, c'est intéressant, oui, effectivement. On a un magazine communal, ouais. Oui, alors on a une rubrique poésie, on a des rubriques comme ça, une rubrique recettes de cuisine. Donc je pense, sans faire d'humour, que la science, c'est une idée intéressante qu'on n'a pas encore eue. Alors on parle quand même de biodiversité, on va faire des choses factuelles, on parle de moustiques, etc. Mais c'est vrai qu'avoir une rubrique scientifique plus large, c'est une idée intéressante pour le prochain mandat si on est réélu. Mais... J'imagine qu'il y a eu une mesure des économies d'énergie qui ont été faites sur le long cours pour la commune. Vous avez communiqué dessus auprès des gens de la commune et sur ce qui a pu être fait peut-être de cet argent, parce que ça peut être aussi un bon vecteur, j'imagine, pour convaincre les gens. Oui, c'était pas la raison essentielle, les économies financières. Les économies d'énergie, oui. Alors, on est à plus de 70% d'économies d'énergie sur l'éclairage public. C'est-à-dire qu'au lieu de consommer 500 mégawattheures par an, on est à moins de 150. Et au niveau des économies financières, alors il y en a, certes. Elles ne sont pas dans la même proportion parce qu'il y a les abonnements qui sont des coûts fixes. Mais c'est la métropole qui a la compétence éclairage, donc c'est la métropole qui récupère cet argent, qui sert à rénover l'éclairage aussi. Donc l'argent est réinvesti en fait directement et l'éclairage est de meilleure qualité maintenant, moins invasif sur les maisons, etc. Donc ça c'est de la communication qu'effectivement on a fait et les habitants sont vraiment satisfaits de ce qui s'est fait. Est-ce que vous faites un feu d'artifice à Prat-de-Leu ? Non. Comment avez-vous réussi à convaincre la population ? Alors, on a fait autre chose. Donc, mais il y a une partie de la population qui demande un feu d'artifice.
Mais on a réussi à tenir bon, de même qu'on a supprimé les taureaux de la fête village. Alors, il reste aussi... on a réintroduit un taureau piscine, mais bon. Et donc, en fait, il y a eu sur le feu d'artifice, on a annoncé qu'on n'en faisait pas pour des raisons environnementales, le bruit, la pollution, etc. On a proposé autre chose. On a proposé un spectacle avec du feu, de la lumière. C'est des artistes qui font en fait des choses. Voilà, on a fait ça. Petite question, donc d'un voisin de Saint-Gély-du-Fest, Ouais. à noter qu'on n'est pas dans la même communauté de communes et ça a son importance sur la gestion des territoires. Donc par exemple, en ce moment, on a une enquête publique sur l'ouverture d'une carrière sur la commune de Murles, enfin, l'agrandissement de la carrière, on a entendu parler de la carrière de Murles, avec des risques liés aux habitats, donc à la faune notamment. Donc là, il y a un avis scientifique négatif donné par le CNBL. Donc il n'y a pas eu d'avis scientifique donné sur les lixivias, sur la contamination potentielle des eaux souterraines et l'impact sur la source du lait. D'accord. Moi, je voulais savoir ce que toi, en tant que commune qui pourrait être directement impactée, comme élu, ce que tu en penses. Parce qu'en fait, dans une enquête publique comme ça, il faut savoir qu'il y a un vote au niveau de la communauté de communes. Donc le vote a eu lieu hier à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Donc ça a voté contre pour rassurer tout le monde. Mais en réalité, vous, qui êtes potentiellement les directement impactés, vous n'avez pas été... On n'a pas été interrogé, effectivement. Vous n'avez pas été interrogé, Ouais. ce qui me paraît quand même assez compliqué. Et puis, moi, j'interpelle quand même la communauté en hydrogéologie. Le LES, en général, c'est un truc que vous connaissez bien. Est-ce que vous avez été sollicité pour donner un avis? Je ne crois pas. Donc, voilà, je voulais donner cet exemple et puis savoir ce que tu en penses et comment tu concilies sur ce type de dossier ta casquette de scientifique et ta casquette d'élu. Alors, en tant qu'élu, je fais partie d'un certain nombre d'instances, comme représentant de la commune, par exemple la commission locale de l'eau. Mais effectivement, ce dossier, j'en ai pas entendu parler dans ces cadres-là, ni de la métropole non plus d'ailleurs, parce que je fais aussi partie de la commission cycle de l'eau à la métropole. Et donc c'est effectivement, je suis étonné. Ouais. Mais alors il y a des dossiers sur lesquels on est consulté qui sont par exemple sur le il me semble sur le lit, enfin il y avait les mesures compensatoires, des choses comme ça. La dernière chose qu'on fait en dernier recours. Oui, alors il y a des dossiers effectivement qui... Je suis étonné parce que normalement ça doit tomber dans le... ça doit dépasser les communautés de communes, ce genre de dossier, effectivement. Je vais faire court de manière à ce que vous puissiez enchaîner. Moi, j'aurais une question par rapport à votre rôle d'élu dans l'intercommunalité. En tant qu'élu, comment vous faites avec les autres élus du fait de votre posture de scientifique et également comment vous vous positionnez le rapport à la recherche dans le lien aux habitants. C'est-à-dire qu'en écho à ce que disait monsieur sur la possibilité de mobiliser les journaux de proximité, pourquoi pas les utiliser aussi pour recenser les besoins en recherche qu'il pourrait y avoir sur le territoire et pas juste être dans une vision descendante du savoir scientifique vers la population, mais aussi être en capacité de remonter les besoins que les populations auraient en sciences, en recherche plus largement. Donc deux choses, à la fois vous, dans votre lien avec les autres élus, est-ce que vous identifiez des besoins en formation pour les élus aux propos scientifiques et à la démarche de recherche? Et deux, comment vous faites le lien avec les habitants qui eux-mêmes peuvent être aussi des personnes qui pourraient poser des bonnes questions par rapport à ces sujets? Ok, je vais essayer d'être bref aussi. Donc sur le premier point, la réponse c'est certainement oui, à mon avis. C'est-à-dire que moi, comme j'ai dit, je suis un relais direct auprès de l'équipe à Prades, mais pas forcément toute la métropole. Alors, je sais qu'il y a des scientifiques élus dans les différents conseils municipaux autour de nous, enfin, dans la région, il y en a, et il y en a probablement un peu partout en France. Voilà, après, quel poids ils ont, comment ils utilisent ça, comment ils traduisent ça dans leur rôle d'élu, je ne sais pas. En ce qui concerne la remontée depuis la population, oui. Alors par exemple, une chose dont j'ai pas du tout parlé, c'est que on a créé un conseil local de la biodiversité à Prades.
qui est constitué essentiellement d'habitants, d'experts qui peuvent venir aussi au coup par coup. Et moi qui animais au début, qui me retrouve maintenant dans une position quasiment, ça s'anime tout seul, et ça c'est génial, j'ai réussi à faire ça fonctionne vraiment bien. Et ce conseil local de la biodiversité est force de proposition, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une parcelle qui a été transformée en refuge de biodiversité. Il y a un projet maintenant avec l'agence de l'eau, avec le PT Bélez, de transformer ça, une partie en milieu humide. On signe une charte Havre de paix pour la loutre, on signe une charte Natura 2000, je crois qu'on est les premiers dans la métropole à faire ça. On a aussi une zone fluviale éducative. La zone terrestre éducative a été mentionnée dans la salle tout à l'heure. On a une zone fluviale avec des classes Effectivement, on essaye. J'ai pas du tout parlé de l'aspect, ce qu'on appelle la démocratie participative ou la participation des citoyens, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Ouais. Prendre une question qui est justement en ligne, et ça va interroger ton statut d'élu, mais aussi ton statut d'enseignant. Est-ce qu'il y a des initiatives particulières sur la commune de Prades qui touchent ou qui permettent d'entraîner les jeunes, par exemple dans la lutte justement contre les moustiques que tu as mentionné? D'entraîner les jeunes. Alors ça c'est vrai, ça je reconnais que c'est une difficulté d'arriver à entraîner les jeunes. Alors les jeunes, ça dépend de quels jeunes on parle. Quand c'est les jeunes à l'école, au primaire, on n'a pas de problème. On a aussi des enseignantes très actifs, et donc on fait fonctionner des choses. J'ai parlé de l'aire fluvial éducatif, c'est une chose. Il y a aussi un jardin qui a été créé par les enfants. On a la classe dehors et des choses comme ça. En ce qui concerne les jeunes, les ados, c'est plus compliqué, ça c'est vrai. En plus, ils ne sont pas scolarisés sur la commune, ils sont dans les collèges et lycées autour. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a des choses, du travail à faire, ouais, certainement. Donc, alors, il y a une initiative aussi qui existe, encore une dernière chose, c'est on a un habitat participatif qui s'appelle Casalaise à Prades, et avec des gens très très actifs, et ils ont monté tout un projet sur l'eau. Qu'on est en train qu'on a soumis à la région, et en fait ce projet vise entre autres à la mise en place d'une espèce d'université populaire sur l'eau, quoi. Donc un centre de savoir sur l'eau, et donc ça là il y a quelque chose vraiment du point de vue pédagogique qui va se mettre en place. Bonjour, donc c'est pas vraiment une question, c'est un témoignage. Et hydrogéologue qui a été on a des ressources chez nous par la mairie pour l'implantation d'un maraîchage, des maraîchers, ouais, en lien avec la commune, avec une grosse problématique de ressources en eau. Et donc, nous avons accompagné la mairie par rapport à la recherche des points les plus adéquats vis-à-vis de cette ressource. Et pour, je dirais, rebondir sur la question précédente d'Agnès, on a même sollicité des étudiants du master en sciences de l'eau, puisqu'on a des formations de ce type-là. Et au lieu d'aller faire le terrain sur un site expérimental bien connu, on a été faire ça sur un site expérimental pas du tout connu, sur lequel il fallait apporter des réponses claires. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le maraîchage fonctionne avec des besoins en eau satisfaisants vis-à-vis de la production, je crois, biologique en lien avec... Oui, c'est un maraîcher bio, tout à fait. Ouais. Voilà. Juste un témoignage. Oui, c'est vrai. C'est aussi un apport des habitants. Mis les ressources, 2 hydrogéologues d'ailleurs, on a fait un et tout à fait pour établir un nouveau forage avec une utilisation raisonnable de la ressource en eau. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci.